Madame, Monsieur, bonsoir. Tant d'échanges pour un langage de vérité entre le Premier ministre et les forces vives de Banfora et Sendou. C'est l'un des axes majeurs de son séjour dans les Cascades. Les préoccupations trouveront solution et Christophe Dabiré d'inviter à la culture de la paix et de la cohésion. Nous développons cette actualité dès l'ouverture du journal. Pluie excédentaire annoncée, risque d'inondation. C'est avec inquiétude que chaque pluie est attendue dans les quartiers précaires. Nous faisons le constat ce soir dans ces zones exposées aux inondations de Bissiguen à Ouaga à Sarfalao ou encore Ouezenville à Bobo. Nous avons promené notre caméra. C'est le dossier de cette édition et il en sera question avec Madame la ministre de la Solidarité nationale, Marie-Laurence Ilboudo-Marchal. Bonsoir Madame la ministre. Bonsoir Ruth. Le labeur de 6,5 hectares mis à la disposition des plus vulnérables de la société. Son nom, Baswedin Nayorobu, philanthrope dans l'âme. Il produit des spéculations distribuées dans les œuvres de charité. Seul outil de travail, un laboureur, portrait d'un grand humaniste dans ce journal. Débat, humour et cohésion pour une sommation appelée détantrologie. C'est un nouveau concept qui a pour géniteur Amadé Adama Soro. Introduction à la détantrologie, le titre de l'ouvrage consacré à cette tendance philosophique. Nous feuilletons ensemble les premières pages. Et voici déclinés les titres de votre 20h. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. En séjour dans les Cascades, le Premier ministre échange avec les forces vives de la région. De Banfora à Sendou, ils ont exposé leurs requêtes et remercié le gouvernement pour les projets en cours dans la région. Christophe Dabiré promet des réponses aux inquiétudes soulevées. Drissa Traoré et Karim Sissi. C'est un face-à-face entre le Premier ministre et les forces vives des Cascades. À Banfora, l'organisation des festivités du 11 décembre domine les débats. Les populations ont des inquiétudes et des doléances. Même décor à Sendou. Tout comme à Banfora, les intervenants sont préoccupés quant à la conduite à bon port des projets prévus dans le cadre du 11 décembre. D'autres préoccupations tous azimuts sont abordées par les différentes couches sociales. Des échanges sans langue de bois, mais dans une ambiance bon enfant. On a un problème de route. Les liaisons ne sont pas bonnes. Je crois qu'il a eu une oreille attentive et il a promis que les travaux vont démarrer bientôt pour les pistes rurales et même pour les bitumes. Et aussi, beaucoup se sont inquiétés pour le démarrage tardif des travaux du 11 décembre, les réalisations des infrastructures. Mais on a bon espoir qu'on n'aura pas, en tout cas des infrastructures au rabais. Promesse faite par le Premier ministre. Les axes qui ont beaucoup fait l'objet des débats, et c'est agir plus du développement routier, de l'hydraulique et aussi de la cohésion sociale au sein des populations, de même que l'élevage. Le Premier ministre dit avoir pris bonne note des échanges qu'il juge très fructueux. Nous avons entendu le point de vue des jeunes, des femmes, des anciens et des représentants des municipalités. Toutes ces préoccupations relèvent de la volonté de faire en sorte que le gouvernement prenne à bras le corps le processus de développement économique de la région. J'ai pris l'engagement de faire en sorte que les préoccupations qui ont été exprimées puissent être prises en charge par les ministres de tutelle. Et Christophe Joseph-Marie Dabiré d'inviter les forces vives à une union sacrée autour des actions entrant dans le cadre des festivités du 60e anniversaire de l'accession du pays des hommes intègres à la souveraineté nationale. Aux autorités coutumières rencontrées également, le Premier ministre a rendu hommage pour leur contribution à la préservation de la paix, de la quiétude et du vivre ensemble. Et parlant justement de projets dans les Cascades, il y a la réalisation des logements sociaux et du stade régional à la faveur du 11 décembre prochain. Des chantiers visités par le Premier ministre, des travaux à terme dans l'un et un retard constaté dans le second, nous disent Drissa Traoré et Karim Sissi. La grande partie des logements sociaux en construction dans la cité du paysan noir est presque achevée. C'est le constat fait par le Premier ministre ici à Kribina.
L'engagement de l'entreprise dans la conduite des travaux et le résultat obtenu sont salués par les chefs du gouvernement. Et je constate d'abord que sur le plan des logements sociaux, beaucoup de choses ont été faites. Vous avez pu vous-même apprécier cela. Et je pense que d'ici la célébration du 11 décembre à Bamfora ici, on aura beaucoup avancé sur la disponibilisation des logements sociaux. Le stade régional des Cascades en chantier a aussi reçu la visite de Christophe-Joseph-Marie Dabiré. Là, la tribune officielle a un taux d'exécution satisfaisant. De grosses œuvres manquent néanmoins au rendez-vous. Et le Premier ministre de donner des instructions fermes afin que ces travaux soient pris en compte. Je pense que comme il s'agit d'une réhabilitation, il est important que l'entreprise prenne en charge l'ensemble des infrastructures qui composaient l'ancien stade. Parce qu'il n'est pas bon de réhabiliter une partie d'une infrastructure et laisser l'autre partie. C'est comme si on n'avait pas une vision cohérente des efforts à mener. Et je pense qu'il est important que toutes les entreprises qui ont été sélectionnées pour faire le travail sur le stade régional puissent se mettre en place assez rapidement pour que nous puissions avoir le gazon, que l'on réhabilite également la tribune populaire qui est là, de manière à ce que et qu'on fasse aussi l'assainissement. À travers ces chantiers de développement, la volonté du gouvernement est de doter les chefs-lieux de région d'infrastructures dignes de ce nom, à même de contribuer à l'épanouissement des populations. En ordre de bataille pour l'investiture prochaine du candidat à la présidence du MPP, cela se fera au travers d'un congrès extraordinaire prévu pour le 11 juillet prochain. L'événement se prépare et de ce fait, le secrétariat national rencontre les associations et mouvements de la région du centre. Le compte-rendu de la rencontre avec Nongba Kouda et Mariam Ouattara. Revue de troupes au sein du mouvement du peuple pour le progrès. À une semaine de l'investiture du candidat à la présidentielle Roch-Marc Christian Kaboré, le secrétariat national chargé des associations du parti sonne le rassemblement. Un appel qui semble avoir été entendu car face au bureau, hommes, femmes et jeunes membres des associations de la région du centre s'engagent à faire du congrès d'investiture un succès. Avec l'investiture de son excellence Roch-Marc Christian Kaboré, nous nous sommes dit également dans la même dynamique que l'ensemble des structures du parti et que les associations aussi doivent jouer leur partition en organisant l'Assemblée générale. Et c'est ce qui fait que au niveau de la région du centre ici, nous avons bien voulu organiser en invitant le président du parti. Mais plus qu'une assemblée, cette rencontre initiée pour dresser le bilan du quinquennat du président Kaboré est un test. Nous avons encore une capacité intacte de mobilisation qui va nous permettre de démontrer à souhait le 11 juillet prochain que la victoire que nous projetons pour notre parti, pour notre candidat à la présidentielle, n'est pas fondée sur du vide. Une capacité de rassemblement qui peut s'avérer vain si les membres et sympathisants du parti ne s'inscrivent pas sur le fichier électoral, d'où l'appel du président Simon Compaoré. Il faut aller s'enrôler, avoir sa carte d'électeur, parce que le 22, même si vous êtes connu, si vous n'avez pas votre carte d'électeur, vous ne pourrez pas choisir. Cette assemblée boucle la série des rencontres préparatoires du congrès d'investiture. Désormais, tous sont focalisés sur le 11 juillet, date à laquelle Roch-Marc Christian Kaboré sera désigné candidat du MPP pour la présidentielle du 22 novembre 2020. Le MPP qui bénéficie du soutien du Parti démocratique pour l'intégration Pédislafia, message porté aux militants de FADA par la direction. Il a aussi été question de la marche du parti et de rappel sur ses idéaux. La journée du Pédislafia s'est tenue ce 4 juillet en présence de Haruna Kaboré et Haruna Maré. Sous le signe de la solidarité et des enjeux politiques, le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité Pédislafia bat le rappel des troupes à Fadangourma. C'est une journée des militants de ce parti, membres de la mouvance présidentielle. Les échanges avec la section de FADA portent sur la vie du parti. Des assises auxquelles participent ces militants, mais hors de la salle, faute de place.
il nous faut de la démocratie pour avancer, mais aussi il nous faut de l'intégration. Et quand on parle d'intégration, c'est l'intégration des peuples, c'est l'intégration des ethnies, c'est l'intégration des cultures, c'est tout simplement le lafia. Le lafia est dans toutes les langues de nos terroirs. Lafia, ça veut dire la paix. À la veille des grandes batailles électorales, le PDS Lafia prône la paix et la courtoisie dans les messages des différents candidats pour l'enracinement de la paix et de la démocratie burkinabé. Le parti a déjà sa claire vision des enjeux politiques de l'heure. Nous comptons assumer le pouvoir et localement, ce qui veut dire que nous serons amenés à présenter des hommes valeureux qui vont prendre également part à la brigue, des hommes qui voudront être au sein de l'Assemblée nationale, également au niveau des municipalités. Avant l'entame des travaux, le parti a remis 5 tonnes de vivres au conseil municipal de Fada au profit des déplacés internes et du matériel pour l'assainissement de la ville. Venons-en au dossier de cette édition, la saison pluvieuse annoncée et avec elle l'inquiétude dans les quartiers précaires. La peur d'être envahi par les eaux gagne du terrain comme c'est le cas à Bisiguin dans l'arrondissement 8 de Ouaga. Une crainte est justifiée quand on sait que les prévisions annoncent une pluviométrie excédentaire avec pour conséquence l'accroissement des risques de catastrophes. Daouda Ouattara et Issia Kanana. Bisiguin, zone non lotie située dans l'arrondissement 8 de la ville de Ouagadougou. Ici, c'est la même inquiétude chez les habitants à chaque saison de pluie, la peur d'être envahis par les eaux. Nous sommes dans la souffrance avec l'installation de la saison des pluies. On s'inquiète toujours pour la famille lorsqu'on est hors de la mer. On n'a pas le sommeil car l'état de cette zone nous inquiète beaucoup. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu d'appui de l'État. Ces habitants pointent du doigt les travaux d'aménagement de la cité de Bassinko, des travaux qui, selon eux, ont augmenté les risques dans leur zone. Avant, la zone n'était pas inondable. Vu les travaux de la cité qui se trouve à Bassinko, que nous avons eu ces ans de problèmes. Sinon, si chaque année la zone était inondable, bon, on n'était pas là plus de 10 ans. Depuis l'implantation de la cité de Bassinko, nos difficultés se sont multipliées. Et toutes les saisons, Bisiguin est devenu un couloir pour toutes les eaux de la zone. Voyez-vous, cet ouvrage de franchissement est très restreint, d'où toutes nos difficultés. Cette plaque précise bien que nous sommes ici dans une zone à risque. Pas besoin d'être un spécialiste pour mesurer le danger lié à la proximité de ce bas-fond. Pas de quoi dissuader les habitants dont les maisons sont construites à quelques mètres du cours d'eau. Conséquence, l'accès au ménage est un véritable parcours du combattant. Les habitants de Bisiguin disent être conscients du risque, mais où aller? Plus d'une dizaine d'années que nous sommes ici. On ne nous a jamais attribué un lopin de terre, n'en parlons pas le revendre. Nous défions quiconque de nous apporter la preuve que nous avons été attributaires d'une parcelle ici. Cette accusation nous déshonore et on en souffre. Le souhait pour toutes ces populations riveraines de ce bas-fond, avoir un endroit où se reloger. En attendant, la saison de pluie s'installe et il faut donc prendre des précautions pour éviter d'éventuels drames, surtout que la météo annonce une pluviométrie au-dessus de la moyenne. Sadfalao et Wezenville, deux quartiers de la ville de Sia où saison de pluie rime avec angoisse et insomnie. Et cela, tenez-vous bien, depuis une vingtaine d'années. Les habitants, à chaque grosse pluie, sont envahis par les eaux. À leur corps défendant, ils se sont soumis à des gymnastiques intellectuelles et physiques pour trouver des solutions. La cause principale de leur malheur, ils la situent dans le manque de canalisation, d'où ce cri de cœur recueilli par Lamine Karantao et Rokia Sanou. Le ciel s'assombrit et avec lui naissent les angoisses des habitants de cette rue à Wezenville, un quartier de Bobo-Dioulasso. Voilà ce qui tient lieu de devanture de leur cour. Un canal de fortune creusé par les eaux de pluie en quête de chemin
qui déborde dès que le ciel ouvre les vannes. Dès que la pluie s'annonce, nous enfermons nos enfants. Il faut attendre au minimum 1 heure après avant de les relâcher. Et quand ça te surprend en ville la nuit, tu es souvent obligé de dormir chez quelqu'un d'autre. Vraiment, ça ne va pas. Chaque fois, un jour même, il y a un mort sur la voie là même. L'eau là même a empêché le cadavre jusqu'au fond là-bas. Les eaux envahissent Makou tout le temps. C'est grâce à la hauteur de la terrasse qu'elles n'inondent pas la maison. Pour barrer la route à l'indésirable visiteuse, chacun y va de son ingéniosité. Ici à Sarfalao, à la poix à Bata a mis ses briques. Conséquence, tout ce qu'il a comme engin, il est obligé de le garer chez son voisin. Ça ne peut pas rentrer, vous voyez? L'engin peut rentrer, c'est pas possible. Ça là. J'avais conseillé 6 couches. Hein? 6 couches. Ouais, c'est l'ensablement là. Ça fait tout est parti. Mais si j'avais canalisé l'eau là, au moins ça allait passer facilement. Mais c'est le seul canal. Le canal en question, le voici. Pour les habitants des lieux, il est la source de pas mal de problèmes. Il serait trop étroit par rapport au volume d'eau à drainer et dangereux surtout pour les enfants. En désespoir de cause, la famille Ginko s'est trouvé une autre ouverture à sa cour. L'eau a emporté notre point ce jour-là. On ne voyait plus les limites du canal. Mon père a donc cassé le mur de l'autre côté. La plupart des familles se disent contraintes de rester là à subir la furie des eaux. C'est nous, on ne peut pas bouger, nous ne sommes pas en location. Voilà. Donc, on ne sait pas comment on va faire. Nous sommes obligés de rester, on ne peut pas aller ailleurs. Depuis en 1993, je suis là. On va aller où? Surtout moi, la militaire à la retraite. Je vais aller où? Il ne faut décentraliser les caniveaux là. Tous ont le regard tourné vers les autorités. Ils souhaitent la réalisation de leurs vœux afin de ne plus avoir le ventre noué dès que s'annonce une pluie. Et sur la question des inondations, nous recevons ce soir Marie-Laurence Ilboudo Marshall, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. Bonsoir une fois de plus, Madame la ministre. Bonsoir, Ruth. Alors, vous venez donc de suivre ces 2 éléments par rapport aux inondations, aux zones inondables. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire déjà? Je voudrais d'abord rappeler le contexte. Le Burkina Faso fait face à des catastrophes naturelles depuis tout le temps et les plus fréquents sont les inondations et les vents violents. Ce qu'il faut noter, cela a touché 151 000 personnes et ça coûte aux contribuables plus de 2,5 milliards selon les statistiques des les 5 dernières années. Donc vous voyez un peu déjà ce que c'est comme besoin. Donc je comprends qu'aujourd'hui les gens qui sont dans les zones inondables sont assez, je dirais, ils sont inquiets pour eux, c'est normal, c'est la zone. Et surtout cette période où la météorologie nous annonce des pluies assez importantes, donc il est important que nous puissions régler ça. Mais ce qui est le plus important, c'est que les gens sachent que les zones inondables sont les zones inondables. Il faut qu'ils quittent les zones inondables. S'ils ne quittent pas, c'est sûr qu'une catastrophe peut survenir en cas de grosse pluie. Alors, Madame la ministre, on se demande également où situer la responsabilité quand on sait que votre note qui a été rendue publique n'est pas la première. L'année dernière, déjà, il y avait aussi une note pour inviter les populations à quitter les zones inondables. Et à cette date également, ces zones sont toujours habitées. Où est-ce qu'il faut situer donc cette responsabilité? Moi, je pense que la responsabilité est partagée. Nous devons trouver des solutions endogènes. Il faut dire que nous avions envoyé cette note au public, mais nous avons écrit aussi aux maires, aux gouverneurs, pour demander aux maires de soit reloger les personnes dans les zones inondables, soit de les demander de quitter. Parce que ce que les gens oublient, une vie n'est pas remplaçable. Un terrain peut savoir après, mais une vie n'est pas remplaçable. Donc, si vous restez dans ces zones inondables et nous avons une grosse pluie, une catastrophe, vous pouvez perdre la vie. Même si l'État vous reloge, cette vie qui est perdue ne se retrouve pas. Pourtant, si vous vous déplacez, en attendant qu'on trouve une solution plus adéquate pour les gens, c'est nettement mieux. Mais je pense sincèrement
que les zones inondables, vous savez, le relief du Burkina Faso, c'est, comme vous le savez, nous ne sommes pas très bien logés là-dessus. Et les logements aussi, les habitations, les gens ne font pas aussi leur habitation en prenant en compte notre relief. Vous savez, les zones à fort défi d'inondation doivent avoir les maisons en hauteur. Donc, si les maisons ne sont pas en hauteur, c'est difficile. Donc, l'un dans l'autre, je pense que les responsabilités sont de partager. Alors, est-ce qu'au niveau de l'État, il y a quelque chose qui est fait, ou du moins au niveau du Conseil national de secours d'urgence? Y a-t-il un dispositif qui est mis en place justement pour s'occuper de ces personnes-là? Parce qu'on a vu le cas de Bissiguin, où les populations disent on ne sait pas où aller, où est-ce qu'on va se reloger. Alors, on comprend bien que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elles se maintiennent, en tout cas, dans ces zones. Absolument. Vous savez, je suis président du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Il ne faut pas voir seulement le cas de Ouagadougou-Boubou. Nous avons 6 zones vraiment aujourd'hui à fort défi d'inondation. Nous avons les hauts bassins, le centre-ouest, la boucle du Moun, l'est. Donc, aujourd'hui, vous avez vu le 19 dernier avril, il y a eu Kongoussi qui a été inondé. Donc, il ne faut pas qu'on se focalise dans une zone. Nous sommes sur la nationale, nous regardons partout. Mais il est bon de dire qu'aujourd'hui, nous avons avec les partenaires, parce qu'il faut bien saluer l'apport des partenaires qui accompagnent le gouvernement, travailler à regarder dans les zones. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons le défi sécuritaire qui nous a amené les personnes déplacées, qu'elles aussi, elles sont dans les zones inondables et elles aussi, elles sont inondées. Donc, le défi est global. Donc, nous avons demandé à nos partenaires de regarder dans les zones où il y a des personnes déplacées internes pour refaire. Vous savez, c'est lourd, ces investissements. Vous avez vu, on a parlé de caniveaux, on a parlé de routes. Donc, tout cela est lourd. Mais en attendant, nous mettons un dispositif d'approvisionner ces endroits en abri ou en matériel de survie et en vivre au cas où. Mais nous pensons vraiment que cela est insuffisant. Il faut des investissements plus lourds. Mais c'est pour ça que je demande aux populations d'avoir comme on dit, un accompagnement endogène. C'est les populations elles-mêmes qui doivent s'armer de protection. Vous savez, il y a des maisons qui sont sur le cours d'eau. Il faut faire des sorties d'eau pour que l'eau puisse passer. Et au maximum, moi, je pense qu'il faut se déplacer quand on sait qu'on est dans une zone inondable. Il ne faut pas insister ou bien dire on prie le Seigneur est là, mais il faut s'aider aussi. Mais est-ce que l'État également ne fait pas un peu preuve de manque de fermeté quand on sait que vous attendez simplement que ces populations se déplacent, alors que peut-être, comme vous le dites, une vie ne se remplace pas. Est-ce qu'il ne faut pas aussi déguerpir ces populations? Nous avons commencé, vous savez, Bobo a déguerpi, d'autres personnes, mais dès qu'on les déguerpit, ils reviennent deux fois. Peut-être parce qu'ils ne savent pas où aller. Mais vous savez, bon, je ne dirais pas, moi je ne suis pas la ministre en charge du relogement des gens, je suis la ministre en charge de la détresse humaine. Donc moi je dis pour l'instant... C'est un cas de détresse, Madame la ministre. Oui, en fait le secours d'urgence, c'est l'urgence maintenant, le relogement et les conforts, c'est un autre département. Mais moi je dis la chose suivante, nous avons les possibilités, nous avons relogé certaines personnes dans les écoles, c'est pas confortable les écoles. Donc je pense que les gens qui sont dans ces zones savent qu'elles sont depuis 10 ans là-dedans, elles devraient au moins évaluer leur vie et puis travailler de sorte que ne pas être toujours dans les mêmes situations tous les ans. Donc, parce que vous savez que l'année prochaine, vous serez encore dans cette situation. Soit on refait son bâtiment conforme au relief, ou soit on quitte les lieux, sinon après on perd une vie et puis après c'est pas remplaçable. Alors après les prévisions météorologiques que vous avez rendues publiques, est-ce que au niveau de votre département vous avez pris des dispositions en dehors justement de cette possibilité d'approvisionnement de ces zones? Absolument. Nous avons demandé déjà avec les partenaires, nous sommes partis dans les zones inondables dont j'ai cité pour réaménager ces endroits, faire des évacuations d'eau et demander aux gens de renforcer ceux qui ont des abris, des tentes, de renforcer les tentes, ou ceux qui ont des maisons, de renforcer ces maisons, ou ceux qui pensent qu'il y a de la rétention dans leur maison, faire des petits bridges pour que l'eau puisse passer et demander à mes équipes de rester en alerte pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des déplacés de Kongoussi qui ont eu les pieds dans l'eau à 2 reprises. Et qu'est-ce qui a été fait après pour éviter encore que cette situation ne se représente? Nous avons 73 familles qui ont été relogées par rapport à cela. Nous avons fait une visite de site parce que l'endroit où ils étaient, c'était une zone inondable. Parce que vous savez que reloger les
PDI, les personnes déplacées internes, c'est les PDI, c'est de discuter avec les communautés hautes. Parce qu'il y a un problème de foncier aussi qui va s'avérer, parce que vous savez, c'est des terres qu'on prend pour reloger ces personnes. Or, c'est des saisons pluvieuses, les gens doivent cultiver aussi. Donc, vous savez, c'est des pourparlers que nous faisons pour permettre d'avoir des terrains assez propices pour reloger ces personnes. Or, ces terrains aussi sont des terrains destinés à cultiver. Donc, vous comprenez que c'est un peu difficile, mais nous avons pris certaines écoles pour reloger certaines personnes et demander à certaines PDI de renforcer avec le ciment des abris et demander avec mon collègue du MENA certaines écoles qui ne seront pas utilisées parce que c'est le seul moyen tout de suite pour reloger les gens dans les abris pour sauver les vies pour les PDI. D'accord. Alors, Madame la Ministre, merci d'être venue sur ce plateau. Merci, Ruth. Voilà. Cette saison des pluies fera sans doute du bien aux retenues d'eau. Des retenues comme les barrages, et malheureusement, certains sont dans un état de délabrement. Le constat est fait par le ministre de l'Eau dans sa tournée dans le centre-sud. 5 barrages et un forage visités. C'est ce que nous voyons dans ce reportage de Rochekam et Momoni Soubega. Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement sur le site du barrage du Bazega, réalisé en 1962 avec une capacité de 1 075 000 m3, l'ouvrage croupit aujourd'hui sous le poids de l'âge. Il n'arrive plus à atteindre sa capacité normale d'emplissage. Notre souhait aujourd'hui est qu'une réhabilitation de ce barrage puisse permettre à la population qui produise les fruits de pouvoir continuer leurs travaux pour quand même avoir des revenus. Le ministre a dit qu'en tout cas une étude sera faite. À Kombisiri, c'est un forage à haut débit et le barrage de Konyudu que le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a visité. Ici, c'est une partie de la digue qui est en souffrance. L'ouvrage a été réhabilité en 1994 et un nouveau coup de pelle s'impose pour le rendre plus exploitable. La connue une rupture de la digue en 2018. Les populations locales ont essayé de parer avec leurs moyens de bord. Donc il y a une étude qui a été diligentée histoire de pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire techniquement pour la réhabilitation du barrage. Le périple du ministre Nyuga Ambroise Ouedraogo s'est poursuivi dans la commune du Saponé où il a visité le barrage de Kouerma complètement rompu. La dernière étape est la visite des barrages flambants neufs de IPLC et de Guidissi dans la commune de Doulgo. Nous avons vu des anciens barrages qui souffrent d'un certain nombre de pathologies. Bon, nous avons diagnostiqué sur place et des études approfondies vont être menées dès le retour pour pouvoir déterminer avec précision les problèmes posés et proposer des solutions. C'est le cas du barrage de Konyudu, c'est le cas du barrage du Bazera. Un autre cas, c'est le cas du barrage de Kouerma. Alors, ce qui a été prévu là-bas, c'est carrément la reconstruction du barrage. Tous des barrages agricoles, le gouvernement envisage donc d'accroître la capacité économique de ces ouvrages à travers des actions multiformes comme l'empoisonnement. Déjà, le ministre Nyuga Ambroise Ouedraogo invite les populations bénéficiaires à s'organiser pour entretenir ces ouvrages qui attendent encore d'être officiellement réceptionnés. Ils entreprennent dans l'agriculture et dans leur choix, ils sont accompagnés par le projet sécurité alimentaire dans l'est du Burkina. 10 jeunes promoteurs agricoles reçoivent 10 tracteurs. 300 millions ont été mobilisés par le projet avec l'appui de l'Agence française de développement. En sus de ce don, ces 10 jeunes font partie de 400 bénéficiaires d'une enveloppe de près d'1 milliard. Nous voyons les remises avec Presley Kiemtore et Aruna Mare. Promotrice du point de service agricole de la commune de Piela, Francine Koyenga embarque le ministre Salifou Ouedraogo avec son tout nouveau tracteur. Un tracteur acquis à prix subventionné par l'État grâce au PCAE, le projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina. Ils sont en tout 10 promoteurs à bénéficier de ces outils nécessaires pour la mécanisation agricole. C'est d'abord un grand plaisir pour moi d'avoir ce tracteur. Ce serait utile. Il y a le labour. J'ai 30 promoteurs dans notre commune qui sont d'abord prioritaires du tracteur. Ça va faciliter le labour. Ces promoteurs agricoles sont issus de 10 communes de l'Est. En plus des tracteurs,
une convention de financement d'un montant de 995 millions de francs CFA a été signée au profit de 404 jeunes promoteurs d'entreprises agricoles de la région. Malgré le contexte d'insécurité, le gouvernement est engagé à être auprès des producteurs. Au niveau du ministère en charge de l'agriculture, c'est une dynamique que nous avons lancée dans le cadre de la mécanisation accélérée au niveau de notre agriculture pour une transformation structurelle. 10 points de service dans 10 communes avec des jeunes qui seront installés afin d'offrir des services de labour aux communautés. Le coût des tracteurs est estimé à environ 100 millions de francs CFA. Pour le président de la Chambre régionale d'agriculture de l'Est, ces efforts vont donner un nouvel élan au secteur agricole de la région. À terme, l'ambition du département de Salifou-Ouedraogo est de doter les 27 communes de l'Est de ces moyens modernes de production. Il est aussi entrepreneur agricole et aura bien besoin de soutien dans l'exploitation de ses 6,5 hectares de terre. Il ne dispose que d'un tracteur insuffisant quand on sait que les semis se font encore à la daba pour une surface aussi vaste. La cause qui le galvanise pourtant est celle du bien-être du prochain. Basweden Nayorubu produit des spéculations comme le maïs, l'arachide, le sésame et le niébé. Une partie de ses récoltes est offerte aux centres de santé et aux personnes vulnérables de la ville de Pau. Son portrait avec Césaire Carrefour et Amandine Lalsaga. Basweden Nayorubu, 38 ans, a presque oublié qu'il était commerçant. Depuis 5 ans, il s'adonne à l'agriculture. Aujourd'hui, il sème du maïs dans son exploitation de 6 hectares et demi. Avec les difficultés de produits que j'ai vues, nos producteurs là, ils tombent souvent malades. Un jour, je me suis dit, appelez le grand frère. J'ai dit en fait, nous on a un problème à la frontière ici, donc si il pouvait nous aider avec les produits homologués, donc si comme ça, nous aussi on va sensibiliser les producteurs là à pouvoir utiliser des produits homologués. On a commencé ça en 2015. En 2015, on a eu l'appui d'Agrodia. Le niébé, le sésame et l'arachide sont quelques spéculations auxquelles il s'intéresse également. 5 hectares de son domaine sont réservés à ces cultures avec une moyenne de 2 tonnes de niébé, 2 tonnes d'arachide et 800 kg de sésame l'année. Après la récolte, je stocke, il y a un magasin, je stocke toutes mes récoltes. Et ceux qui vont travailler l'année prochaine, là, c'est eux que j'enlève, je donne. Et en fait, 2 fois, je donne ça à l'hôpital pour donner à ceux qui n'ont pas à manger, ou bien les personnes vulnérables, les pauvres, quoi. Son engagement auprès de sa communauté ne s'arrête pas là. Il met à profit les 1 hectare et demi restants de son exploitation qu'il utilise comme un champ-école. Il y a beaucoup de gens qui ont appris avec nous, puisque à l'heure actuelle, il y a plus de 400-500 producteurs qui viennent chaque année visiter. Dans le champ, je travaille avec 4 personnes. Passé la saison des pluies, Basweden Nayorubu ne chôme pas. Pendant la campagne agricole sèche, il fait de la maraîchiculture dans son champ-école grâce à ce fourrage. La disponibilité de la ressource en eau facilite aussi son investissement dans l'élevage de poulets et de petits ruminants. Il envisage les années à venir s'offrir un semoir pour faciliter son travail et améliorer son rendement. Il est question de création d'emplois et de l'efficacité des politiques publiques dans cet objectif. Les députés, femmes et jeunes de la région du Centre-Est en font une évaluation. C'est à l'occasion de la rencontre dénommée Cadre d'évaluation citoyenne avec comme charpente osseuse le rapport du CGD sur la question. Kounsoun Koulibaly et Tanga Kafando. Les députés de la région du Centre-Est évaluent l'efficacité des politiques et stratégies gouvernementales sur l'emploi des jeunes et des femmes. Avec les représentants des groupes cibles, il s'agira d'analyser les résultats du travail du cabinet d'études recruté à cet effet. On a fait le constat qu'à la remise du rapport du Conseil économique et social, il y a eu beaucoup de choses qui étaient vraiment répétées, identiques, etc. Donc on a pensé que cette situation-là pouvait influencer sur la mise en œuvre de la politique de l'emploi des jeunes et des femmes. Il y avait quand même des objectifs au départ qui étaient définis
Bon, on se rend compte que ces objectifs n'ont pas été atteints. Il doit falloir expliquer pourquoi. Dans le rapport du cabinet, plusieurs défis et insuffisances se présentent dans les politiques gouvernementales en matière de création d'emplois au profit des jeunes et des femmes. Il faut noter que les véritables défis, les faiblesses de ces politiques publiques en matière de création d'emplois, c'est qu'il existe parfois une multitude de fonds au sein du même ministère. Cela entraîne une dispersion des ressources et ces fonds, que ce soit relevant du même ministère ou bien des ministères différents, il n'existe pas de coordination nationale pour suivre ce fonds. Nous avons remarqué également que ces fonds et ces programmes ont été mis en œuvre sans une étude au préalable. Les résultats de ce cadre d'évaluation citoyenne pourraient faire l'objet d'une session plénière ou d'une mission d'information à l'Assemblée nationale pour corriger les dites insuffisances. Et l'initiative Youth Connect qui apporte sa contribution en ce qu'elle se veut un outil de promotion de l'employabilité des jeunes. Elle est portée par le ministère de la Jeunesse et est en phase de validation, ce qui justifie la rencontre des acteurs engagés ce 3 juillet à Ouaga. Amado Ilboudo et Vincent Kenrobeo. Youth Connect Burkina, une nouvelle plateforme au profit des jeunes. Cette plateforme a été conçue par le ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes pour contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes et leur participation au développement. Cette plateforme va permettre de mettre en relation les jeunes et le monde des affaires et les acteurs du secteur privé. Pour le secrétaire permanent de Youth Connect Burkina, la plateforme est ouverte à tous les jeunes avec beaucoup d'avantages. Les conditions d'accès sur la plateforme sont aussi simples. Il faut être jeune, que vous soyez donc au sein du territoire burkinabé ou bien que vous soyez donc au niveau de la diaspora. Il suffit seulement de disponibiliser d'une connexion. Vous pouvez donc avoir accès. Mais ce que je voudrais dire, même ceux-là qui n'ont pas la connexion peuvent adhérer à Youth Connect. Parce que nous sommes représentés dans toutes les communes. Nous allons installer des points focaux. Les points focaux qui seront installés vont assurer le relais. Le secrétaire général du ministère qui a présidé la validation de la plateforme, Jean-Philippe Dakouré, invite les jeunes à s'approprier cet outil pour en tirer tous les avantages, mais aussi à être des relais auprès de leurs camarades. S'inspirer de l'expérience de la chefferie coutumière pour réussir une mission de paix et de réconciliation nationale, voilà qui conduit une délégation du Ashkroun dans le palais du roi du Yatenga. L'institution s'inscrit ainsi dans la dynamique d'une démarche inclusive de toutes les entités sociales. Irénée Kaboré et Moussaki. Palais du roi du Yatenga. Le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale échange avec le 49e Dima. Au menu de cet entretien, l'apport des chefs coutumiers pour réussir la mission du Ashkroun. Une mission qui a pour finalité vérité, justice et réconciliation au Burkina Faso. Quand nous parlons chefferie coutumière, cela nous renvoie simplement à nos valeurs traditionnelles. Donc ce sont des valeurs qui ont permis à nos sociétés de transcender les difficultés qu'elles ont vécues, même avant l'arrivée du blanc. Le message est ici reçu par le garant de la tradition. Il explique même au président du Ashkroun ses nombreuses sollicitations quotidiennes pour la cohésion sociale et la paix. Moi je suis à chaque fois de faire entendre les gens qui viennent avec leurs jugements et tout chez moi. Et tout le monde veut la réconciliation. Personne ne veut faire du mal à X ou à Z. Nous sommes tous de la même famille, du même sang. Bazomboué Léandre Bassolé explique à son tour au roi toute la complexité de sa mission, surtout avec les périodes électorales à venir. Et il s'engage à consulter toutes les couches sociales. Et à la fin, un document de synthèse sera élaboré comme une feuille de route pour la réconciliation nationale. Conscientiser la jeunesse sur les méfaits de la consommation de la drogue, c'est l'objectif de la caravane Oskimo Tour 2020, une initiative culturelle pour la santé et le développement. Une tournée prévue dans les 13 régions du pays, tournée au cours de laquelle il sera aussi question de Covid-19 et de terrorisme. Jean-Eudes Bayala et Dramana Guéné.
Dans les starting blocks de Oskimo Tour cette année, des artistes, musiciens et humoristes. C'est que sûrement il doit avoir le Covid-19. Non, je ne suis pas couronné. Toutes les 13 régions du Burkina seront parcourues cette année avec à la clé des concerts géants de sensibilisation des jeunes sur les méfaits de la consommation de la drogue. Pour cette 13e édition, en tout cas c'est pour dire à la jeunesse burkinabé de s'éloigner de la drogue, de la facilité. Parce qu'aujourd'hui, te retrouver enrôlé dans un système terroriste, ce n'est pas bien pour le pays, mais aussi pour ta famille. Donc on souhaite réellement beaucoup de paix, beaucoup de sagesse de la jeunesse burkinabé pour aller de l'avant. Projection de films, animation grand public, Oskimo Tour ajoute cette année à son agenda deux sujets d'actualité, le terrorisme et le Covid-19. Je voudrais ici louer cette initiative d'un artiste musicien qui veut mettre son savoir, son art au service de son pays, en particulier au service de la jeunesse. Parce que la jeunesse, comme on dit, c'est l'avenir. C'est le fer de lance de tout pays. Actuellement, la caravane est à Pau et compte faire le tour du Burkina d'ici fin juillet. Détendez-vous et prenez la vie avec philosophie. Une invite du Centre international de la détentrologie qui a soufflé ses 2 bougies ce 5 juillet. La détentrologie, eh bien, c'est le nouveau concept basé sur le débat, l'humour et la cohésion. C'est une science née au Burkina et qui a pour concepteur Amadé Adama Soro. Il est aussi auteur du livre Introduction à la détentrologie, à la découverte de l'ouvrage et du concept avec Césaire Carfo et Draman Guinée. L'hymne de la détentrologie. La détentrologie, vous ne l'avez pas encore dans le dictionnaire, mais c'est l'art d'allier débat, humour et cohésion. Un néologisme né en 2018, son concepteur, Amadé Adama Soro. C'est une nouvelle discipline artistique à résonance philosophique qui célèbre aujourd'hui son 2e anniversaire. Formée à partir de détente, la détentrologie est considérée comme une panacée contre les maux de la vie. Ce n'est même pas le problème, c'est notre attitude face au problème, le problème. Donc la détentologie est cette science qui nous permet de prendre tout, pas à la légère, mais de façon détendue, pour dire que finalement, vanité de vanité, tout est vanité dans la vie. Tout commence sur les réseaux sociaux. Les citations, les débats détentrologiques ont accouché d'un livre, Introduction à la détentrologie. Le père du concept l'a voulu pour marquer le début d'une séance selon laquelle rien n'est impossible. C'est d'abord une introduction, parce qu'il y a d'autres productions qui vont suivre. C'est de dire que finalement la vie est un long fleuve de détente, quelle que soit l'immensité des problèmes auxquels on est confronté. Nous pouvons adopter une posture détentologique qui nous permet alors d'appréhender cette situation de façon détendue, parce que le stress, les problèmes, ce n'est pas bon pour la santé. Des grands hommes de culture, des enseignants-chercheurs ont déjà souscrit à la nouvelle science Made in Burkina. Le détentrologue en chef, le grand maître des ordres détentrologiques, a décerné des médailles à des détentrologues en herbe, des détentrologues confirmés et primés, les lauréats du concours 2019 de la détentrologie. Et voilà qui referme cette édition et avec elle une semaine de présentation. Merci d'être resté à ma compagnie. Une autre équipe vous retrouve demain. Bonsoir.